Eh bien nous voilà pour un nouvel épisode des Technos. C'est comme ça, c'est l'été, que voulez-vous, allons-y. C'est le troisième rendez-vous estival qu'on vous propose. Les juilletistes croisent déjà les Haussiens. N'ayez crainte, nos épisodes se consomment où et quand vous le voulez. Au sommaire de cet épisode 314, Google impose le vaccin à son personnel. Les AirTags d'Apple provoquent une nouvelle forme de créativité. Microsoft lance son premier produit Linux. Malgré la pandémie, certains business se portent manifestement à merveille. On évoque également l'affaire Pegasus. Et alors que chez nous, on en a assez, plus qu'il n'en faut, et qu'on s'en passerait bien, il faut bien le dire, d'autres la provoquent. De quoi s'agit-il ? On en parle en fin d'épisode. Merci d'avance pour les pouces levés, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute à vous et bonjour messieurs. On se retrouve ici avec ces deux oiseaux. D'un côté Sébastien et de l'autre côté Sébastien également. Comment allez-vous bien tous les deux ? Bonjour. Sébastien d'abord ? Sébastien d'abord peut-être, tant qu'il y a du son, profitons. Bonjour, tout va bien, merci d'être là, merci de nous écouter, de nous regarder dans les technos. Bonjour Sébastien également. Oui, voilà, alors je suis désolé si sur cet épisode j'ai peut-être regardé un peu plus vers le bas, mais la technique faisant, le BIOS m'a lâché, donc... voilà, c'est comme ça, ce sont des choses... Voilà, moyen de secours, quoi. Voilà. C'est très bizarre, parce que pendant l'été, vous le savez, nous sommes là qu'une semaine sur deux, en alternance avec les hors-séries, justement, que l'autre Sébastien nous a proposé, nous a fourni, on va dire, pour tout l'été, qui concerne la cryptographie. On était à l'épisode 2, il en reste encore 2 ce mois d'août. Et le fait comme ça de participer une fois toutes les 2 semaines, toutes nos habitudes se perdent très rapidement. Et même pour moi, hein, c'est un petit peu... Je redécouvre les trucs, alors que normalement, c'est toujours qu'une semaine de plus. C'est assez particulier. Je suis tellement désorganisé que je ne sais pas où ce que j'ai mis de ma conduite. Excusez-moi 2 secondes. Ah ben là voilà, je l'ai retrouvé. Donc si vous le voulez bien, on va attaquer notre abécédaire, allons-y. Et on commence avec la lettre B comme business. C'est qui nous parle de business ? C'est Sébastien, forcément. C'est celui, le barbu, j'allais dire, mais ils sont tous les deux barbus. c'est un peu... voilà. C'est l'autre Sébastien. C'est ça, celui avec les cheveux courts, si tu préfères. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Voilà. Parce que les cheveux grisonnants, c'est pareil. Hein. Oui, je t'en prie, vas-y. Business. Merci. Business. Oui, alors c'est quelques chiffres. C'est juste pour dire que tout le monde se porte pas mal pour le moment. Et effectivement, il y en a qui se portent même très 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 bien, dont 3 noms, parce que c'est 3 noms qui ont sorti des chiffres il y a pas tellement longtemps. D'autres se portent pas plus mal, hein, mais ceux-là, on a les chiffres. Donc, Google, Microsoft, Apple. Je suis sûr qu'Amazon s'en sort très très bien aussi, Facebook aussi. Mais voilà, alors au niveau d'Apple, ils ont fait une croissance assez intéressante, hein, 36%, en comparaison de trimestre à trimestre. C'est pas mal, 36%, parce que du coup, ils arrivent à... Alors, 81 434 millions de revenus pour 21 740 millions de bénéfices sur un trimestre, ça va quoi, tu vois. Oui. 21 milliards de... Et toi, ça va sinon ? Non, mais autant... Tu vois, que faire de tout cet argent ? Oui, c'est ça. Et donc, Alphabet, Google et compagnie, ça c'est pas mal. Eux, ils ont réussi à une augmentation de 62%, donc par rapport au même trimestre de l'année passée. C'est la pub qui a augmenté de 69%, donc voilà, les revenus de Google étant majoritairement la pub, inévitablement, ça, voilà, les bons ouf. Et Microsoft, c'est pas mal non plus, mais c'est un petit peu moins. Eux, alors, on n'a pas une augmentation, on n'a pas le chiffre de trimestre à trimestre, mais on a des trucs par division. Azure fait plus 51%, les Xbox même font même plus 9%, et ils sont aussi à un bénéfice de 16 milliards 500 millions. Ridicule, quoi. Sur un trimestre, hein, toujours. On n'est pas sur une année, ni sur un siècle, on est sur un trimestre. Rappelons-le. Alors après, ils annoncent que oui, ok, ils ont fait beaucoup d'argent, mais comme il y a beaucoup moins de... Il y a des problèmes de pénurie de matériel, peut-être que dans les prochains mois, ils risquent de faire un peu moins d'argent. Je pense qu'ils sont largement à l'abri, mais pas quand même...
Il y a de quoi. Non, il y a de quoi, pas de quoi s'inquiéter. Ce qui est, d'un côté, c'est positif parce que c'est bien. Tu vois que l'économie américaine reprend assez bien et on récupère des mauvais trimestres de l'année passée. De l'autre, maintenant, je suis quand même assez curieux de voir dans les prochains mois ce qui va être fait de tous ces revenus, parce que si c'est pour les taper sur un compte en banque, fondamentalement, il y a peu d'intérêt, tu vois. Il y a peu d'intérêt pour des boîtes de cette taille de juste capitaliser, comme Apple le fait, comme Google le fait, et Microsoft aussi capitalisent énormément de leur pognon. Fondamentalement, une entreprise, quand elle capitalise son pognon, elle n'a pas besoin d'innover parce qu'elle a du pognon. Donc, voilà. Je suis curieux de voir si effectivement ils vont dépenser leur pognon. Il y a peut-être des choses sociales à faire. Il y a des moments de se poser plein de questions. En tout cas, ne pas s'encrouter, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. C'est que c'est pas parce qu'il y a de l'argent que tout d'un coup il faut devenir bon papa entre guillemets et ne plus chercher à faire de l'innovation. Alors c'était plus un conseil PME, mais c'est une discussion que j'ai eue il y a pas tellement longtemps avec des gars franchement pointus en la matière. Ils disent: nous, dans toutes les sociétés dans lesquelles on laisse pas un copec en banque. Parce que si tu laisses un copec, si tu laisses de l'argent, ça sert à rien, la société ne se bat pas pour avoir de l'argent. Donc tu n'innoves pas, tu ne crées pas, tu ne te bats pas. Alors après, évidemment, quand il n'y a plus d'argent, les actionnaires remettent de l'argent. Mais à la base, on saigne toutes les entreprises parce que sinon, ça ne travaille pas. Il faut laisser de quoi investir, etc. Mais le but, ça reste effectivement d'innover, de bosser et d'investir ce que tu as gagné. Le but fondamental d'une société n'est pas juste de capitaliser. Alors c'est drôle parce que quelque part, pour progresser, en fait, il faudrait être sous le statut, en Belgique on appelle ça ASBL, association sans but lucratif, où tu ne peux pas faire de bénéfices, tu es obligé de réinvestir. L'argent que tu gagnes, entre guillemets, doit être utilisé en bout d'exercice, tu dois avoir des comptes, des colonnes à zéro. Finalement, c'est ce modèle-là qui permettrait le plus d'innover, en fait. Oui, sauf que évidemment, l'ASBL, tu es obligé de... Enfin, oui, socialement, c'est celui qui effectivement t'obligerait le plus d'investir. Ici, dans les personnes qui ont ce type de conseil, évidemment, c'est des actionnaires qui, eux, ont plutôt tendance à dire on sort tout, plutôt que tout ce que la boîte n'a pas besoin, en tout cas. Donc là, tu peux pas faire ça avec une ASBL, inévitablement. Mais c'est clair que c'est pas la même philosophie, mais sur le fond, ça se rejoint, sauf que c'est pas les mêmes qui s'engraissent. C'est ça, en gros, c'est ça l'idée. Sébastien, une opinion sur le sujet, peut-être Oui, je crois que les chiffres dont on parle, c'est des revenus, donc il ne faut pas confondre les revenus et les bénéfices. Revenus, en anglais, c'est le chiffre d'affaires. J'ai donné les bénéfices. Microsoft, c'est 16 milliards de bénéfices. De bénéfices, d'accord. Microsoft, c'est 16 milliards de bénéfices, et Apple, c'était des bénéfices aussi, 21 milliards. Souvent, dans les conférences de presse d'annonces de résultats, c'est souvent les revenus, et en français, il y a cette ambiguïté avec revenus. Donc, faites attention quand vous écoutez ces chiffres-là. Et puis, ces boîtes-là investissent dans des startups aussi. Elles rachètent pas mal de startups. Parfois, ça fait la une de la presse, parfois pas. Mais de façon silencieuse, ils rachètent. Donc, d'autres continuent d'investir dans l'espoir de se faire remarquer, de se faire racheter. Donc, ça ne tue pas entièrement l'innovation. L'innovation se déplace peut-être un peu à certains endroits. Et puis, certains des 5 GAFAM ont une forte tendance depuis 20 ans à réinvestir systématiquement tout et à laisser très peu aux actionnaires, et donc à ne pas capitaliser comme tu le dis. Maintenant, c'est vrai que Microsoft et Apple sont tous les deux connus pour avoir un trésor de guerre, comme on appelle ça, un matelas financier assez confortable, et je serais curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Microsoft a investi énormément dans le cloud. Apple investit dans d'autres choses, dans des produits consumer. C'est pas vraiment le même marché. À voir. Je lisais des commentaires. J'avais rien à faire pendant une heure cet après-midi, donc je traînais sur Facebook et je regardais les commentaires des gens sur des pages de médias français, l'hebdomadaire Le Point ou France Inter par exemple, et ça génère côté Hexagone en tout cas énormément de critiques et de jalousie aussi. Je crois que gagner de l'argent en Europe, c'est pas nécessairement bien vu, alors que c'est vu comme étant salutaire ou signe de réussite et de succès outre-Atlantique. Il y a une différence de mentalité également.
Enfin, ça tire un peu à boulet rouge dans tous les sens, et c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est pas sur ce coup-là. Oui, et ça va continuer. Et ça va continuer comme ça. Juste un petit mot par rapport à Google, qui est forcément, bon, tu l'as dit, en bénéfice, etc. Pour une fois, YouTube a gagné pas mal d'argent aussi. Ceci étant l'effet, entre guillemets, escompté par l'idée de monétiser les vidéos qui au départ ne l'étaient pas. C'est-à-dire toutes ces vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube, qui font partie de chaînes YouTube qui sont pas entrées dans le deal économique entre guillemets, qui au départ n'avaient pas de vidéos en pré-roll et aujourd'hui en ont, et donc ça crée un appel d'air aussi, un certain volume de publicité et donc de revenus supplémentaires. Sébastien, le barbu, le gros barbu. Ouais, je voulais juste dire un truc. Moi, je suis à 200% d'accord avec Sébastien, évidemment. Entre Sébastien et ses pôles, les boîtes sont là pour faire du pognon, c'est le principe, on est là pour innover, on est là pour créer, et le principe c'est de gagner de l'argent. Et sur le fond, je suis très content que des boîtes technologiques gagnent de l'argent. J'ai juste une problématique, c'est le transfert d'argent entre les continents, et aujourd'hui, la publicité et d'autres, hein, c'est uniquement des boîtes américaines qui vont récupérer tout l'argent, et donc ça exempte un petit peu nos économies, et donc là, d'un point de vue européen, je comprends qu'il y ait un certain protectionnisme ou certaines personnes qui disent il y a un problème, parce que fondamentalement, ils viennent chercher l'argent chez nous, sur des médias qui diffusent chez nous, parfois avec des gens qui produisent chez nous, tout est fait chez nous, mais l'argent tourne aux États-Unis. Et là, oui, il y a un truc dans le système qui fait que il devrait au moins être utilisé en partie en Europe ou créer des richesses, de la recherche, des choses en Europe et pas tout ramener aux États-Unis. Alors c'est marrant parce que on est un petit peu long sur ce sujet, mais je sens que de toute façon il y en a d'autres qui vont être plus courts après. Hein, donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle qu'on a eu une conversation une fois en off, Sébastien, concernant le protectionnisme dont tu parles, mais dans le milieu de la création audiovisuelle, des fictions, etc. Où j'expliquais que ce sera assez normal qu'un Netflix investisse dans la production en France, en Belgique, dans les pays auxquels ils sont représentés, et que cet argent ne retourne pas aux États-Unis. À ce moment-là, tu disais, ouais, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est eux qui mettent les conditions de la diffusion, etc. Donc c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Finalement, tu reviens un petit peu sur ton idée, si je comprends bien. Hein, Oui, tout à fait. Les avis sont faits pour évoluer. Bien sûr. Donc voilà, c'est bien. Donc voilà. Je ne suis pas d'accord avec Sébastien. Je ne suis pas. En fait, tu n'étais pas d'accord avec toi-même. Voilà. C'était ça le truc. Ok, bon, si vous avez une opinion, vous aussi, comme on a l'habitude de le dire, n'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire de ce podcast sur notre site internet, par exemple, lestechno.be, ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire. C'est le principe des technos. C'est une revue de presse avec des sujets qui nous inspirent et qui nous donnent envie à chacun de donner peut-être son opinion aussi, son petit avis, ou d'échanger sur le sujet comme on vient de le faire. On va encore parler de Google, si vous voulez bien, avec toujours Sébastien, et forcément, pour expliquer qu'on peut maintenant passer d'iPhone à Android plus facilement qu'auparavant. On sait déjà que passer d'Android vers iPhone, c'était très très simple, depuis déjà pas mal d'années maintenant. Et maintenant, apparemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est ça l'idée. Alors, ça fonctionnerait, et c'est pas encore du présent, c'est du futur proche. Parce qu'effectivement, il y a des petits malins qui ont trouvé des informations sur une application qui est en cours de finalisation. Est-ce que cette application va être publiée? Est-ce que ça va être bloqué par Apple? Comment est-ce qu'elle va être publiée? Et dans quel store? J'en ai aucune idée, eux non plus. Mais en tout cas, oui, sur quel store, il y a déjà une idée parce qu'en fait, c'est un APK. Donc, ce ne serait pas sur iOS, mais sur Android que cette application fonctionnerait. Ce qui serait assez intéressant et amusant d'ailleurs. Et donc, le principe, c'est exactement la même chose que Move to iOS. Ce serait un Move to Android, d'aller récupérer toutes tes données qui sont sur ton iPhone pour les récupérer sur ton Android. Alors effectivement, par le passé, de mémoire, il me semble qu'il y avait une prémisse d'application similaire qui était refusée par Apple sur iOS. Hein, donc aucune chance que cette application puisse d'iOS t'aider à migrer vers Android. Ici, a priori, c'est de la supputation, hein, mais on est après tout. A priori, vu que toutes tes données sont quand même balancées dans le cloud de la part d'Apple, si tu as un accès au cloud en tant que conso, tu peux aller rechercher les données qui t'intéressent pour récupérer
et migrer ça vers un autre téléphone. Donc, si la solution de Google veut fonctionner, effectivement, à leur place, je migrerai de ma technologie vers ma technologie, ce qui sera de toute façon plus facile. Et il y a un point qu'ils font qui est intéressant, qu'il ferait supputation, mais apparemment qui serait prévu dans l'application, c'est de pouvoir récupérer les applications que tu utilises sur iPhone. Parce qu'effectivement, un nombre important d'applications que tu as installées d'un côté ou payées d'un côté sont disponibles de l'autre côté, et Google essaierait, pour pouvoir pousser les gens à sortir de l'iPhone, de pouvoir récupérer toutes les applications que tu avais sur ton iPhone. C'est-à-dire que ce ne serait pas du luxe. Maintenant, petit mot au passage, ce ne serait pas non plus du luxe que quand tu fasses un move d'Android à Android, tu puisses aussi récupérer tes applications. Ça marche plus ou moins bien. Les préférences de tes applications, ça marche jamais. Et d'autres informations. Donc déjà, le move d'Android à Android, on peut pas dire que c'est toujours hyper fonctionnel. D'Android à Android. Sur iOS, d'Android à Android, c'est pas toujours une top réussite. Par contre, d'iOS à iOS, c'est aussi simple que d'allumer ton téléphone. Donc, et d'Android à iOS, pour l'avoir fait il y a maintenant 4 ou 5 ans, c'est d'une simplicité crasse, et ça marche vraiment bien, et ça va récupérer certaines, quand tu as la même application, le même usage d'application, et même éditeur sur l'un et sur l'autre, certaines données sont récupérées également. Ça, je l'avais noté. Donc certains favoris, par exemple, et des choses comme ça. Donc voilà. Par contre, tes connexions sur des... Oui, c'est ça. Non, vas-y. Ouais, tes connexions sur les applications, tu prends un Android, t'en achètes un nouveau, tu le passes dessus, tu prends un Twitter ou un Facebook, il est installé, mais tu dois te reconnecter partout. C'est une plaie, parce que ça te prend des heures et des heures à relancer toutes tes apps, à tout reconnecter, Oui, c'est dommage. Ça n'a jamais bien fonctionné. Moi, je trouve que tout ce qui permet de passer d'un système, alors d'un monde à l'autre, moi je trouve ça très très bien. Je suis positif avec ça. Et tout ce qui permet forcément dans le même monde de passer d'un appareil à l'autre, évidemment, ça me semble tout à fait logique. Et enfin voilà. C'est pour une forme d'échangisme. Voilà, c'est ça, une forme d'échangisme technologique. Mais non, mais ça fluidifie le marché, ça réduit les barrières, ça fait moins hésiter les gens à utiliser un système ou un autre. Et donc oui, je rejoins Marc sur t'es pas lié, exactement. On va l'envoyer sur le palier, ouais. Non, mais voilà, c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, ça permet, je pense, très honnêtement, mais c'est parce que je suis un technophile, mais ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, vous êtes technophile aussi, je pense qu'à un moment donné, vous auriez bien envie d'essayer peut-être le nouveau OnePlus ou autre, etc. Mais rien que la démarche de se dire, est-ce que ça va être simple d'y aller, et puis peut-être de revenir, etc. Si ça, déjà, ça embrouille, ça donne pas envie, quoi. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est plutôt sain d'avoir ce type de passerelle de l'un à l'autre. Ça va, tu t'en es remis, Seb? C'est bon? On peut passer tout à fait. Passons à la suite. La lettre M comme Microsoft, et on va changer de Sébastien cette fois-ci. C'est Sébastien qui va parler de Linux. Microsoft va va lancer un produit Linux dans peu de temps. Ouais, une distribution Linux. Microsoft lance une distribution Linux. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit non, jamais, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a un pan du monde qui s'écroule. On rentre dans un nouvel univers, dans un nouvel espace spatio-temporel. Je sais pas comment dire, mais effectivement, on a bien vu la tendance depuis quelques années. Microsoft est de plus en plus friendly avec l'open source. Ils ont toujours été très bons avec les développeurs. Là, ils commencent à se mettre de leur côté beaucoup de projets open source avec des très bons produits ou des acquisitions. Ils avaient racheté GitHub il y a pas longtemps. Ils nous ont sorti un IDE qui s'appelle Visual Code, qui est léger, simple, dynamique, cross-platform, qui fonctionne sous Linux, sous Mac, etc. Et sans surprise, je vais expliquer pourquoi sans surprise, ils sortent maintenant une distribution Linux, donc comme les Fedora, Ubuntu ou Red Hat. Presque parce que c'est une distribution Linux pour les serveurs. Donc, évidemment, vous pouvez l'installer sur votre PC, mais ne vous attendez pas à avoir des super Windows Manager et toutes les applications graphiques pour utiliser Linux. C'est une distribution optimisée pour les serveurs. Pourquoi sans surprise? Parce que Microsoft a un business cloud qui s'appelle Azure, qui grandit et sur lequel tournent des milliers, des centaines de milliers de virtual machines avec Linux, en plus de ce qui tourne sous Windows.
Et donc c'est normal qu'à cette échelle, ils essayent de contrôler les bits et les bytes qu'ils installent dans leur data center et qu'ils mettent à disposition de leurs clients, comme Amazon avait déjà fait sa distribution Linux qui s'appelle Amazon Linux. Microsoft est avec une distribution Linux qui s'appelle, alors là j'ai pas compris le nom, ça s'appelle CBL Mariner. Ok. Bon. Pourquoi, comment, je sais pas. Marketing n'est pas passé par là, à mon avis, c'est un truc de geek. C'est une distribution qui est entièrement en open source. Il y a un GitHub, un repository GitHub sur github.com/Microsoft/CBL-Mariner où vous avez les specs, vous avez les outils de build, ça build sous Ubuntu, ça build dans un container Docker. Donc vous pouvez la builder vous-même, vous pouvez la déployer sur vos serveurs. Si vous êtes client de Microsoft Azure, l'intérêt c'est d'avoir la même distribution Linux on-prem et dans le cloud pour éviter les surprises quand vous déployez ou quand vous passez de l'un à l'autre. Je terminerai juste en rappelant qu'il y a quelques années, c'était Steve Ballmer qui était directeur de Microsoft à l'époque. Paix à son âme, hein, je me trompe pas, Steve. Je pense qu'il. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. C'est qui est mort? Non, il y a un ancien directeur de Microsoft qui est mort récemment. Ok, pardon. Bon, j'espère que tu vas bien, Steve, si tu nous écoutes. Merci. Steve Ballmer, ancien directeur de Microsoft, avait parlé de Linux comme un cancer. Plus spécifiquement, il parlait de la licence GPL qui se propage à tout ce qu'elle touche, puisque si vous impliquez vous-même des logiciels, si vous incluez des logiciels GPL dans votre développement, vous devez vous-même publier sous la licence GPL, et donc il y avait une forte hostilité, pour ne rien dire de moins que ça, de Microsoft vis-à-vis de Linux et de GPL, et donc voir Microsoft qui embrasse ainsi Linux. Souvenez-vous, il y a quelques mois on en avait déjà parlé, et on va pouvoir faire tourner des applications Windows sous Linux également. Il va y avoir un micro-kernel Linux dans Windows, et puis maintenant avec sa propre distribution Linux, c'est voilà, on tourne une page informatique et on rentre une autre. On avait parlé avec l'autre Sébastien, rappelle-toi, on avait même fait un hors-série concernant la migration, le passage, hein, ce choix de passer d'un système, là, en l'occurrence c'était Windows, mais ça aurait pu être macOS, vers Linux, et les raisons pour lesquelles le faire, et la philosophie qui va autour de tout ça. Tu t'y retrouves? Ça donne une barre passée soyeuse. Oui, c'est ça. Ça aide. Ça c'est ça. Donc, oui, bien sûr, je m'y retrouve. En fait, je me suis posé la question à maintes fois depuis pourquoi je l'ai pas fait avant. Parce que, bon, voilà, fondamentalement, ça fait des années que les gens utilisent sur leur machine 2 ou 3 applications, un navigateur, un client mail, et un éditeur de fichiers Word ou un équivalent. Il y a des trucs qui fonctionnent super bien sous Linux, Firefox, Chrome, on retrouve les mêmes, les trucs de mail, on retrouve les mêmes. Donc, le commun des mortels, fondamentalement, je pense qu'il ne sera pas totalement paumé. Ce qui manque, effectivement, la suite Office, il y a moyen de la faire tourner avec Wine. Ça, Sébastien disait, on va pouvoir faire tourner les outils Windows sous Linux, ça fait longtemps qu'on le fait. Et même de l'Office tourne effectivement sous Linux. Maintenant, c'est un petit peu capillotracté. Mais par contre, ça fait... Oui, Windows a aussi embarqué du Linux. Et là, c'est pas du futur, ça y est aussi. Ils sont déjà... WSL2, ils ont déjà leur 2e version. Où maintenant, on peut même avoir des applications graphiques Linux ou Windows, ce qui est quand même aussi... un point. Il y a quand même un petit détail sur la distribution. J'avais vu le truc aussi cette semaine où j'ai dit, oh allez, on va s'amuser, on va prendre une VM, on va l'installer. On n'en est pas là. Le truc qu'ils ont mis sur GitHub, c'est pas une ISO à télécharger et à installer gentiment. C'est script de build. Faut quand même y aller. Voilà, c'est pas fait pour Monsieur Tout le Monde. Il y a certainement des ISO qui commencent à traîner par-ci par-là, mais c'est pas un commitment en se disant on va vous proposer une distribution pour que vous puissiez l'utiliser. En gros, voilà, ça c'est nos tools. Si quelqu'un a envie de jouer, quelqu'un veut jouer. Mais c'est déjà bien. Hein. C'est ça. Il y a un intérêt pour les clients Microsoft Azure, comme j'ai dit, pour pouvoir avoir la même distro on-prem. Évidemment, il faut la construire soi-même. Mais bon, si on utilise Linux, on a l'habitude de lancer une compilation de temps en temps. Builder sa distro, enfin avec les scripts qu'ils ont fournis, c'est pas très compliqué. Alors, ce que j'adore, c'est que chaque fois qu'on parle de Linux, on revient toujours à la même chose. Il y a toujours une phase où on dit, finalement, c'est vrai que pour un peu surfer sur Internet, lire ses mails, on n'a pas besoin d'autre chose, et pas mal d'applications aussi sont, voilà, monsieur et madame tout le monde
n'aura pas de difficulté. Et très vite, on commence à parler de build, de reconstruire des choses, des machins. Et c'est ça qui fait peur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui bloque, en fait, chez le commode et mortel. C'est que c'est ce discours qui peut être inquiétant quelque part. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, avec ce truc? Si ça plante, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, je ne vais pas m'y retrouver. Je me mets un peu, je fais preuve d'empathie, je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde. C'est quand on entend ce type de discours, ça fait peur. Non, les distros Linux desktop sont très bien léchés maintenant. Il y a pas de soucis majeurs, même avec les imprimantes ou les appareils photo. C'est pas du tout la même chose que quand moi je recompilais mon kernel pour connecter une nouvelle imprimante il y a 20 ans. C'est plus le cas maintenant. Ici, on parle d'usage avancé côté serveur. On ne parle pas du tout d'un usage desktop ici. Oui. D'ailleurs, en desktop, tu retrouves des machines commerciales maintenant. Il y a 20 ans, il y avait eu une percée et un essayage de Linux en tant que pour usage de Monsieur Tout le Monde sur les PC. Ça n'a pas super décollé. C'était l'époque où les licences Windows coûtaient un avion de chasse. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas. Les licences sont quasi données, mais tu retrouves quand même des portables sous Linux, que ce soit chez Dell, que ce soit chez Lenovo, que ce soit etc., où ils te préinstallent du Linux. Donc ça commence à venir sur le laptop. Fondamentalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est pas très compliqué. Il me semble, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que chez Dell, ils le font depuis pas mal de temps en effet, mais sur les modèles professionnels, sur le parc de matériel. Sur la version développeur, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on n'est pas sur le Dell de base qu'on va offrir au gamin qui va à l'école, ou tu vois, c'est ça. Mais on pourrait, bien sûr, évidemment. Moi, je pense que effectivement, il a fallu déployer une flopée d'ordinateurs portables pour donner cours à distance au moment du lockdown, au début de la pandémie. Je pense que ça a sauvé pas mal de structures de pouvoir se dire, pour un prix plancher, on peut sortir une machine pas très chère et qui fonctionne très très bien. C'est du Linux, mais quoi qu'il en soit, pour participer à la vidéoconférence ou pouvoir lire des textes en ligne, ça fonctionne très très bien et ça fera la blague, comme on dit, même plus que la blague, quoi. Donc voilà. On peut passer à la suite Juste encore une petite chose, parce que j'ai fait une erreur sur l'état de vie et de bonne santé de Steve Ballmer. Je me suis trompé avec Paul Allen. C'est Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, qui nous a quittés en 2018. Voilà, qui est corrigé. J'avais été vérifié entre-temps, Steve Ballmer se porte comme un charme. 65 ans. N'oubliez pas de lui souhaiter son 66e anniversaire. Ce sera le 24 mars prochain. On peut passer à la suite. O comme Orange. On se rappelle de cette actu, Sébastien. Ça concernait les numéros d'appel d'urgence, me semble-t-il. Et on a des suites. Oui, il y a eu une enquête qui a été faite et proposée. Les résultats de cette enquête ont été envoyés peut-être rappeler le contexte du Premier ministre et au Parlement. Donc il y a un suivi politique également derrière cette affaire. Contexte, 2 et 3 juin, pendant la nuit du 2 au 3 juin, tous les appels, une grosse partie des appels de secours aux numéros de secours, donc les numéros d'urgence, police, pompiers et autres, n'aboutissaient pas suite à une panne de l'opérateur téléphonique historique, anciennement France Télécom, qui s'appelle Orange en France. Post-mortem a été fait. Post-mortem, donc c'est cette enquête pour comprendre ce qui s'est passé, et un long rapport a été publié, et je mets le lien dans les notes du podcast de ce rapport. Il est un peu long, mais c'est super détaillé et ça explique minute par minute ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas marché. Alors, comme d'habitude, c'est un faisceau de problèmes, c'est pas un problème. D'abord, le rapport explique que il y a à plusieurs endroits en France, 7 ou 8 systèmes qui sont des passerelles entre deux mondes. Le monde analogique, les connexions téléphoniques de papa, comme on les connaissait avec du cuivre, et le monde numérique, ce qu'on appelle Voice over IP, pour pouvoir passer d'un système à l'autre. Et Orange étant l'opérateur historique, en fonction du type d'interconnexion qu'ils ont avec les autres opérateurs, certains appels passent par ces passerelles ou ne passent pas.
Donc c'est pour ça que certains appels marchaient, certains appels ne marchaient pas cette nuit-là, la nuit du 2 au 3 juin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû faire une mise à jour sur un logiciel d'un équipement qui est fourni par un vendeur tiers, dont j'ai pas retenu le nom, mais je vais pas le citer de toute façon, parce qu'ils sont pas vraiment en cause là-dedans. Et cette mise à jour a causé, il y avait un bug dans la mise à jour qui fait que l'équipement ne fonctionnait plus après la mise à jour. Et je me souviens le lendemain du 3, quand j'entendais cette info à la radio, je disais à mon épouse, comment est-ce qu'un équipement redondant sur 7 sites différents peut tomber tous en panne en même temps? Ils font quand même pas les mises à jour des 7 équipements en même temps. Ben, elle t'a répondu, tais-toi, fais la vaisselle. C'était sous la douche à ce moment-là. Ah, d'accord. Okay. Mais on n'était pas loin. Tais-toi, frotte-moi le dos. Enfin, voilà. Attends, enfin non, moi j'étais sous la douche. Enfin bref. Enfin, oui, toujours est-il que globalement, oui, ce qu'on s'était dit à ce moment-là, c'est attendons de voir l'analyse et voilà. Donc je me suis plongé dans ce rapport et bien devinez quoi? Eh bien si, monsieur, dame, ils ont fait les 7 mises à jour quasiment en même temps. Donc ce qui s'est passé, ils ont fait la mise à jour d'un côté, ils ont attendu 5-10 minutes, ils ont vu que ça marchait, parce que le bug se déclenchait après plus de 10 minutes, et donc ils ont lancé les 6 autres mises à jour d'un coup en parallèle, et donc 10 minutes après, l'ensemble de ces centres d'interconnexion entre les appels analogiques et les appels numériques tombaient en panne en France. Tous les appels étaient impactés, pas que les appels vers les centres de secours. Donc ça, c'est le root cause du problème. Il y a un bug, évidemment, mais il y a un bug qui aurait pu être détecté, parce que devinez quoi non plus, ils n'ont pas de capacité de test qui reproduit fidèlement la situation de prod. C'est-à-dire, ils ont évidemment des labs de test, ils ont testé la procédure de patching, et dans leur labo de test, ça fonctionnait bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la charge, donc le nombre d'appels par seconde en prod. Donc il n'y a pas de système pour reproduire le volume de prod, les conditions de prod. Donc deuxième problème. Troisième problème, ils ont mis relativement longtemps, plus d'1 heure, avant de se rendre compte que les services de secours étaient impactés. Et donc à lancer les procédures de communication vers le gouvernement, vers les responsables des services de secours, etc., pour qu'on commence à mettre en place des solutions bis. Ils se sont rendus compte que les appels étaient impactés, mais il a fallu un petit delta en plus pour se rendre compte que les services de secours. Donc Orange, et c'est écrit dans ce rapport, n'a pas de système de monitoring spécifique aux services de secours, ce qui va être changé aussi suite à cet incident. Donc absence de monitoring, ou en tout cas on ne monitore pas les bonnes métriques, on monitore les appels généraux mais pas nécessairement les appels au service de secours, absence de capacité de testing, déploiement sur multisites d'un update, d'une mise à jour logicielle sans attendre et sans vérifier les conséquences. Typiquement, c'est le genre de choses qui aurait pu être fait sur une semaine par exemple. Un jour je mets un jour l'un, puis le lendemain le deuxième, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un beau cas d'école en matière d'excellence opérationnelle. C'est un sujet dont je parle assez souvent professionnellement, comment maintenir un système dans des conditions qui fonctionnent, et je crois que ça peut rejoindre un syllabus de cours à ce sujet-là. Le rapport est très bien fait, assez détaillé, il ne pointe pas de responsabilité personnelle, ce sont comme toujours des responsabilités d'entreprise, c'est une question d'organisation et de procédure. Le but évidemment n'est pas de blâmer la personne qui a fait l'update, mais le but c'est qu'une organisation comme Orange qui a des responsabilités relativement importante, puisqu'on parle quand même des appels de secours, donc la vie de personnes dépend de ça, de mettre en place des barrières organisationnelles, des procédures pour s'assurer que ce genre d'erreur ne puisse pas survenir. Ah, et encore petite chose, ils avaient déjà eu un couac il y a quelques années, aussi lors d'une mise à jour logicielle, et les leçons n'ont pas été tirées de ce couac-là. Il n'y a pas eu de changement procédural organisationnel. Donc, quand même une faute quelque part, oui. À un certain degré, quoi, je veux dire. Un manquement à ses obligations de service public en matière de gestion des appels critiques. T'as raison, hein, le document, enfin je l'ai pas lu pendant que tu parlais, mais 36 pages et ça se termine par des recommandations. Donc là, c'est vraiment un cas d'école qui peut être effectivement, ça peut servir à d'autres de se plonger là-dedans. Voilà. Je sais pas si Sébastien avait une opinion sur ce type de problématique et la manière dont on gère. Alors, je vais pas me faire l'avocat du diable pour le plaisir, mais je vais poser une question à Sébastien.
Est-ce que, de par le fait que de ton milieu professionnel, hein, parce que t'es pas, t'es dans les techs d'une manière assez dans une boîte assez pointue quand même, est-ce que du coup t'as pas une exigence plus élevée par rapport au reste de toutes les boîtes technologiques qui, pour certaines, n'ont clairement pas toujours le niveau escompté qu'on peut espérer d'un Orange ou d'un autre? Ici, on parle des appels au service de secours. C'est une question de vie et de mort. Donc, oui, le niveau d'excellence opérationnelle, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, le niveau de capacité à maintenir un système up and running dans la boîte où je travaille est extrêmement élevé, extrêmement pointu. Mais on n'a pas de système, enfin je pense pas qu'on ait des systèmes dont la vie de gens dépend. Donc quand il y a des questions de vie humaine en jeu, je trouve que ça doit encore être un niveau au-dessus. On n'est pas devant un site marchand, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu vois. Non, oui, mais c'est pas pour autant que c'est pas des boîtes. C'est pas pour autant que c'est des boîtes qui sont nées dans la technologie. À la base, les boîtes de télécom, ils sont nés dans je pose des câbles dans la rue. Et donc ils font de la technologie parce que ça a évolué, mais ils n'ont pas l'état d'esprit ou la structure que peut être un GAFA aujourd'hui. Ça a évolué quand même. Hein, attends, je peux te donner des exemples en Belgique. Quand on est un Internet Service Provider à l'échelle d'un pays, que ce soit la Belgique ou la France, et de la taille d'Orange avec les interconnexions fibres, etc., je peux t'assurer qu'il y a des gens extrêmement pointus en matière opérationnelle, en matière réseau, sur la configuration. On a une mauvaise image de ces opérateurs parce qu'on voit le côté service client qui n'est pas toujours... que ça soit chez Orange ou ailleurs d'ailleurs, qu'ils soient pas tout. Mais côté interne, côté back-end pour gérer le trafic qu'ils gèrent, ils ont des équipes extrêmement pointues en matière de sécurité, en matière de réseau, que ça soit pour la partie internet ou pour la partie. Oui, mais qu'on se méprenne pas. Hein, j'ai pas dit que chez Orange c'était tout des branquignoles, loin de là. mais après voilà, le niveau d'exigence fait que. Est-ce que l'erreur humaine est impossible dans ce type de boîte? Non, bien sûr, c'est pas impossible. Est-ce que tout peut être évité? C'est pas possible non plus. Les serveurs de quelle que soit la boîte, que ce soit Microsoft, Amazon et les autres, ils ont tous été down à un moment ou à un autre pour un boulon qui était mal mis, pour une connerie hein, en général. Une erreur, oui. Donc ou au VH qui a brûlé, c'est des choses qui après coup, c'est facile à éviter. Oui, mais dans tous ces cas-là, il y a des patterns de choses relativement simples à éviter. Quand on a un système hautement redondant sur plusieurs nœuds, sur plusieurs sites, on ne fait pas la même mise à jour en même temps partout. Je sais pas, pour moi, c'est un truc de base. Et ça, c'est vraiment un manquement opérationnel. Ouais, je vais te poser une dernière question. On est dans le débat public, je profite. Hein. Allons-y. Imagine que tu as un pays d'une dizaine de millions d'habitants, découpé en 3 régions. Hein, et qu'il y a donc des services et qu'il y a des services de secours qui sont dans chaque région. Dis-toi que dans chaque région, il n'y a qu'un centre de secours. Parce que ce serait dommage d'en faire un deuxième. On a des exemples en Belgique de catastrophes qui auraient pu être évitées, effectivement, si ça avait été unifié. Des accidents de train, des choses comme ça. Il y a des exemples. Donc c'est localisé à un seul lieu. Et par hasard, en Belgique, on choisit un lieu dans une province mince, c'est la Belgique, dans une certaine province qui a subi des inondations. Et le lieu est sous le niveau de ce qui pouvait être inondé. Donc tu te retrouves avec un centre qui est complètement sous la flotte parce que, dans une situation d'urgence, parce que pas de bol, ils n'avaient pas vu qu'il y avait un cours d'eau qui était à côté. Bon, je veux pas non plus critiquer absolument la police belge. Le cours d'eau était quand même assez loin, c'était Wavre. Et puis c'est très en dehors de notre sujet aussi, hein, en l'occurrence. on était quand même en France. C'est pour revenir sur les problèmes de redondance. Et si tu reprends par rapport à ce qui est fait aujourd'hui en Belgique, c'est clair, Orange, ils ont fait une faute, mais quand je regarde le petit nombril qui est le nôtre, on a encore du boulot. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais c'est certainement dans tous les pays qu'il y a des choses à améliorer, dans toutes les organisations de services de secours. Ici, ce qui est très bien, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'il y a ce rapport d'incident qui a été fait, c'est qu'il y a cette étude qui a été faite, qui a été publiée, qui est publique. Voilà, il y a une suite politique qui est donnée, et j'espère qu'Orange en tirera les conséquences et mettra en place certaines des recommandations de ce rapport. Et j'invite
tout qui est responsable d'un système opérationnel a appliqué les mêmes pratiques. S'il y a une panne qui affecte vos clients, ici il y avait des vies de personnes en jeu, c'est heureusement pas toujours le cas, c'est de mettre en place cette procédure de rechercher quelle est la cause de l'erreur, quelles sont les causes des erreurs, parce que souvent ce sont plusieurs causes, et mettre en place des mécanismes pour éviter que cette séquence d'événements ne puisse plus se produire, un peu comme ce que fait l'aviation finalement quand il y a une catastrophe aérienne ou un incident, même pas une catastrophe, il y a toujours un rapport qui est fait en expliquant les causes et en mettant en place des procédures pour éviter que le même enchaînement de causes ne puisse produire le même résultat dans le futur. Ça se fait dans plein de métiers, hein. Je veux dire, j'espère. Voilà, et même dans les métiers les plus inattendus, je peux te dire on fait des débriefs et qu'on tire et on essaie de tirer des enseignements. On ne juge pas les gens, c'est pas une question de les coller contre un mur et leur tirer une balle. C'est juste d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment l'éviter la prochaine fois. Il y a rien de suspect là-dedans. Je vous renvoie, puisqu'on en parlait, à un ancien hors-série qui date d'il y a quelques mois même maintenant. On avait rencontré Michael Trabia, qui est aujourd'hui le CTO du groupe Orange en France, et qui était à l'époque encore le CEO de Orange Belgique. Donc voilà, c'est pour tout ça pour dire voilà, c'est lié. Il ne ressemble en rien à un mec de France Télécom, vous voyez, avec la salopette, la petite camionnette et sa paire de sa pince universelle ou sa pince à sertir et son tournevis. Voilà, tout ça pour dire que les choses ont un petit peu évolué depuis ce temps-là. On peut passer à la suite. Passons à la suite. La lettre T comme tag, c'est qui parle de tag? Tag, c'est Seb, forcément, Sébastien, à ma gauche, si je ne dis pas de bêtises. Tim Cook a reçu un AirTag. Ouais. C'est sympa, non? Alors, sur l'écran, c'est Sébastien à ta droite. Bah, c'est à ta gauche. Enfin, ça dépend de point de vue pour ceux qui nous regardent, en tout cas. C'est ta gauche. C'est par là, c'est là, c'est ça. Donc c'est à ma gauche, tu es à ma gauche, Sébastien, c'est ce que je disais. Vas-y. Mais toi aussi, tu es à ma gauche. Continue. Je vais s'en sortir. Et donc, c'est un Allemand qui a envie de s'amuser et qui a fait un truc qui est assez drôle. Après avoir lu ce truc, je suis tombé sur un autre reportage où en fait, il y a maintenant de plus en plus de journalistes qui utilisent ça. C'est assez, j'y reviens après. Et donc, et si j'oublie, rappelez-le. Donc, le mec, il a pris 3 AirTags et il en a adressé un à Tim Cook, un à Elon Musk et un en Corée du Nord. Et puis, il a attendu pour voir où allaient passer ces AirTags, parce que donc l'AirTag, pour rappel, c'est un petit bitonio rond qui essaye de se connecter à tous les devices autour pour dire « je suis là, et je suis là ». Et à chaque fois qu'il est localisé, il y a un iPhone, un iPad ou que sais-je, va remonter au propriétaire et j'ai vu ton AirTag, parce que normalement c'est collé avec un laptop pour peur qu'on le perde, des valises ou que sais-je. Et donc il l'a envoyé à Elon Musk pour commencer. Alors Elon Musk, en fait, il est arrivé jusque pas tellement loin de l'usine de Tesla, et puis là il a été, on suppose, découvert, scanné ou que sais-je, et puis parti. Donc voilà, ça c'était fini, hein. La réponse elle était claire, un grand coup de pied sur l'AirTag, très probablement. On n'aime pas les fouineurs. Corée du Nord, on n'a pas vraiment eu beaucoup de nouvelles non plus, hein. Il est arrivé apparemment jusqu'en Corée du Sud, mais comme de toute façon il n'y avait pas de réseau GSM en Corée du Nord pour connecter et remonter les infos vers Apple, voilà, oui, ça c'était un coup dans l'eau. Ça se trouve, il y est. Ouais, il est dans la poche de quelqu'un, mais comme il n'y a pas d'iPhone, il parle avec personne, quoi, ce tag. Et alors Tim Cook, c'est arrivé, ça a pris un certain temps, et c'est arrivé jusqu'à l'Apple Park, donc 6 semaines pour arriver jusque-là, et puis le truc est revenu en Allemagne avec une petite lettre, en disant que, effectivement, cher Jonathan, merci d'avoir partagé ton projet, c'était drôle et tout le bazar, c'était hyper créatif, mais bon, faut pas rigoler, Tim Cook, il a autre chose à faire que de répondre à tout le monde, il reçoit beaucoup trop de lettres. Voilà, signé par un assistant. Moi, je trouve que le truc était tellement drôle que, d'un point de vue publicitaire, Tim Cook aurait probablement pu répondre et faire un petit communiqué en disant, voilà, vous avez vu, ça aurait pu faire un peu de buzz. Ici, ça a fait du buzz, mais ils ont pas mis les 2 minutes qu'il fallait. Mais c'est drôle. Voilà, l'utilisation est drôle.
Alors moi je pense que l'employé a fait peut-être plus l'esprit à faire le buzz ou à faire, comme tu dis, faire un peu la promo de l'objet, parce que sinon il n'aurait pas répondu non plus, hein, soyons clairs. Bon, c'est le patron d'Apple, quoi. Tu vois, t'as autant de chances de le toucher que d'envoyer ça à Biden ou à Macron, quoi. Tu vois, ça ne passera pas ça ne passera pas les filtres. Faut être très clair avec ça. Bah, alors, voilà, ils auraient pu jouer le jeu. En attendant, maintenant, effectivement, c'est un outil qui est utilisé par des journalistes. En tout cas, ça l'est fait. Ici, c'était un journaliste allemand, mais il y a des YouTubeur allemand. YouTubeur, oui, pardon. Mais il y a des journalistes français qui l'ont utilisé. Je sais plus dans quelle émission c'était, mais malheureusement, on pourrait, si vous l'avez vu, mettez en commentaire, et qui ont mis ça dans des colis Amazon pour les renvoyer à Amazon et voir quel trajet faisait le colis et qu'est-ce que devenait le colis. Alors je vous engage à aller retrouver cette vidéo et acheter un œil, parce que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe avec vos retours chez Amazon. Alors, sans spoiler tout le reportage, en gros ça fait des milliers de kilomètres, c'est renvoyé en Europe de l'Est pour être trié, remballé ou que sais-je, ça dépend ce qu'il en est. Mais aussi, mais ça ne retourne pas en tout cas en France. Si vous l'avez acheté en France pour être vendu, c'est d'abord renvoyé bien loin de chez nous, parce que simplement c'est moins cher. Rappelle-moi, ça coûte combien un AirTag? Alors ça dépend, parce que moi je vois des prix tous les jours, je vois des promos, c'est 3 pour autant, 5 par... Enfin, j'ai l'impression que c'est le tarif le moins fixé de chez Apple. J'ai l'impression, hein, parce que ça part dans tous les sens. J'ai peur de dire une bêtise, du coup, 60 €. Mais alors, je sais plus. Un AirTag vendu au prix de 35 €, 4 pour 120, c'est un truc comme ça. Ouais, à ce jour-là, ils mettent chaque fois 30 € dans une boîte. Tu sais, pour faire un reportage à la télé publique française. Et quand t'es youtubeur, très honnêtement, c'est un petit investissement de rien du tout. Il y en a qui achètent des iPhones pour les broyer dans des blenders, hein, je le rappelle. Donc, je pense que le retour sur investissement est et puis, il l'a récupéré, et sur 3, il en a récupéré un. Oui, en plus, il le récupère. Donc, voilà, il déclare le vol, il se le fait rembourser. Donc, et je voudrais rappeler aussi qu'il y a une protection dans les iPhones. Donc, s'il y a un AirTag qui n'est pas le vôtre qui vous suit et que vous ayez un iPhone, l'iPhone vous dira attention, il y a un AirTag qui vous suit qui n'est pas le vôtre. Parce que je ne sais pas si ça marche aussi avec Android. Je suppose que je ne sais pas, mais imagine que le livreur qui fait sa tournée. Dans le train, ça doit être chiant. Non, mais attends, le livreur qui fait sa tournée à un iPhone et que tout d'un coup, après un certain temps, parce que sa tournée elle prend pas 5 minutes, il passe sa journée à ça, ou une demi-journée, et que son iPhone est suivi par un AirTag, à un moment donné, ça va bien, quoi. Ça va avoir des limites. C'est ça que je voulais dire. Que ça va être un petit peu compliqué à gérer pour les livreurs aussi à un moment donné. C'était créatif, c'était rigolo, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc à reproduire, quoi. C'est pas, voilà, c'est à vie perso, hein, mais c'est 40 balles aussi. C'était créatif, et il fallait une première fois et peut-être aussi une dernière. Ça s'est fait. Merci beaucoup. Ça, c'est le truc, ça fait 15 jours qu'on en parle. Enfin, là, cette semaine-ci, on en a parlé un tout petit peu moins, quoique. Pegasus, l'affaire Pegasus, c'est, vous le savez, cette application, ou ce service, hein, que certains peuvent s'offrir, enfin, les plus riches en tout cas, peuvent s'offrir pour espionner qui on veut. C'est un logiciel espion. Je sais pas les tarifs, c'est intéressant de savoir combien ça coûte, cette histoire. On parle de plusieurs millions de dollars pour les licences. Voilà, c'est une entreprise israélienne, hein, si je dis pas de bêtises, qui est à la tête de ça. C'est tout à fait légal, hein, c'est voilà. Mais parce que l'idée, c'est de le vendre non pas dans un esprit d'espionnage, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est de le vendre pour un peu surveiller, pour être un petit peu en confiance avec son personnel, ou enfin des choses comme ça, quoi. C'est un peu ça l'idée. Hein. Non, pas tout à fait. Sur l'usage, en tout cas, le reste était effectivement tout à fait correct. Donc, société israélienne qui s'appelle NSO, qui a développé un logiciel qui s'appelle Pegasus, qui permet de s'infiltrer dans vos iPhones et vos téléphones Android pour aspirer à peu près tout ce qui s'y trouve, contact, numéro de téléphone, appel téléphonique, messagerie WhatsApp, Signal et autres, et envoyer tout ça sur un serveur où ça peut être analysé et ensuite remis à celui qui paye la licence. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette société a besoin d'un export contrôle du gouvernement israélien, donc ils peuvent pas vendre à qui ils veulent, il faut que le gouvernement donne son autorisation. Ils ont dit qu'ils ne vendraient pas
à Israël, et donc aux États-Unis, à la Russie et à la Chine, mais ils ont vendu à l'Azerbaïdjan, au Maroc, ce sont les deux noms qui sont sortis récemment. Je voudrais pas en parler sous l'angle qui a été espionné, pourquoi, et l'affaire politique et géopolitique. On est dans des technos, donc je voudrais en parler au niveau technique. Comment ça marche, monsieur Pegasus? Oui, comment ça marche et c'est de ça plutôt que c'est cet angle-là dont je voudrais parler ici. C'est un logiciel espion, et vous allez me dire, je vais en parler sous l'angle iPhone, parce que c'est celui que je connais, Sébastien. Complète-moi avec Android si tu connais quelque chose. Oh oui, je te complète. À ce niveau-là. Ça devient glauque. Mais quand vous avez un iPhone, les applications qui tournent sur cet iPhone, quand je dis applications, ça peut être des choses visuelles qui sont à l'écran ou des petits programmes qui tournent en tâche de fond que vous ne voyez pas nécessairement à l'écran. Les applications doivent être signées au sens de signature numérique. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une signature numérique, allez voir les hors-séries de cet été qui parlent de la crypto. Je vous explique ça. Excellent. Très bien, hein, merci Marc. Donc doit être digitalement, numériquement signé par Apple et par le développeur, sinon il ne s'exécute pas. Il y a moyen d'exploiter des bugs, des erreurs logicielles dans iOS et dans Android pour déclencher de l'exécution du code en bypassant ces sécurités. C'est ce que fait notamment les jailbreaks. Les jailbreaks, ce sont des logiciels que vous pouvez télécharger qui vont exploiter une faille dans iOS de manière à générer de l'exécution de code non protégé, et à partir de là, c'est comme tirer sur une pelote de laine. Une fois qu'on a le premier logiciel non protégé qui peut tourner, il peut en télécharger un autre, un troisième. Sur un iOS jailbreaké, on peut même installer un App Store alternatif, télécharger d'autres applications, etc. Je te vois danser, Seb. Soit tu dois faire pipi, soit tu as quelque chose à dire. Donc ça c'est le principe du jailbreak, et Pegasus utilise le même principe, donc sauf qu'ils ne doivent pas jailbreaker votre téléphone, c'est pas un logiciel de jailbreak, ils engagent des hackers extrêmement compétents qui vont trouver ces failles, qui vont trouver un moyen de déclencher l'exécution de code sur votre téléphone. Comment ils le font? Ils le font de deux façons différentes selon le rapport d'Amnesty International que je vous ai mis dans les notes du podcast, qui a fait l'analyse technique de Pegasus, soit en envoyant un message, e-message ou mail à la victime, l'incitant à cliquer sur un lien. Vous cliquez sur un lien, vous arrivez sur une page construite spécialement qui va déclencher un bug côté Safari, puisqu'on parle d'iOS ici, et qui va permettre d'exécuter du code. En général, le premier code que vous exécutez est relativement simple, hein. C'est juste un code qui va télécharger quelque chose de plus conséquent, qui va faire sauter les protections de votre téléphone pour que ce quelque chose de plus conséquent puisse s'installer. Et une fois que ce quelque chose de plus conséquent s'installe, c'est une application qui reste à demeure dans votre téléphone, qui va recevoir des ordres peut-être d'un autre serveur, c'est ce qu'on appelle un Command and Control Server, CC ou CCS, pour recevoir des instructions, et puis pour aller regarder d'autres endroits de votre téléphone. Quand vous faites une application iPhone, elle ne peut voir que sa directory, pour simplifier. Elle est comme dans un container, elle ne peut voir que ses fichiers à elle. Mais une fois que vous êtes jailbreaké, une fois que vous bypassez les protections d'Apple, une application peut très bien aller voir ce que fait l'application à côté. Elle peut aller voir dans le répertoire d'à côté. Je prends l'image des containers. Si vous êtes dans le monde IT, vous savez ce que c'est qu'un container, Docker, etc. Chaque application est dans son container. Si vous n'êtes pas dans le monde IT, vous ne savez pas ce que c'est que Docker, je garde l'image quand même des containers. Pensez aux containers maritimes qui sont sur un bateau. Le bateau, c'est votre iPhone. Chaque application, c'est un container. Et ce qui se passe dans un container, ça reste dans le container. Un autre container ne peut pas voir ce qu'on fait dans un autre. Quand l'iPhone part de travers, il bloque le canal de Suez ou pas? Il bloque. Et surtout quand il est jailbreaké, c'est comme si on ouvrait toutes les portes de tous les containers et on peut aller visiter toutes les applications et ce qu'elles font. Et il se trouve qu'une application iPhone, c'est une application... Enfin voilà, c'est du code. Si vous avez l'historique de vos messages dans e-message, c'est parce qu'il y a une petite base de données quelque part avec l'historique de vos messages. Donc si vous avez une application jailbreakée qui permet d'aller lire la base de données de vos e-messages, on peut pomper toutes les données qu'il y a dans e-message et les envoyer sur un serveur externe pour exploitation après. Même chose avec WhatsApp, même chose avec Signal, sauf que ceux-là, les bases de données sont chiffrées et que ce que NSO a réussi à faire, ils envoient la base de données chiffrée au serveur de NSO et ils arrivent à
le déchiffrer. Alors là, j'ai toujours pas compris comment non plus, mais ces gens-là sont très forts. Ils sont aussi très forts sur la manière d'attaquer. Ce que je vous ai dit, c'est un mail avec un lien ou un message avec un lien, SMS, mais dans les versions les plus récentes, un SMS, simplement un SMS ou un e-message, sans aucune action de la part de la victime. Donc il n'y a rien à cliquer, juste recevoir le message et ça suffit pour déclencher le truc. Alors là, je tire mon chapeau, bravo messieurs. Je sais pas, enfin voilà, pour moi ces mecs-là, c'est la crème de l'IT. Les gens qui trouvent ces failles et qui arrivent à les exploiter de cette façon sont oui, et pas qu'une fois. Très forts. C'est-à-dire qu'ils répètent l'action. Alors tu vas me dire, il y a une certaine motivation quand tu vois le tarif qui est pratiqué. À mon avis, ça doit les aider un petit peu à avoir l'envie de le faire. Mais malgré tout, il faut avoir les compétences et c'est assez bluffant, quoi. Oui. Alors c'est des experts d'Amnesty International qui ont analysé tout ça, qui ont publié un rapport, qui ont aussi publié un outil développé avec une université canadienne qui permet de vérifier si votre téléphone a été infecté ou pas, parce que ce truc-là ne laisse pas de traces. Il n'y a pas une icône en plus qui apparaît sur votre écran. Vous voyez absolument rien. Il y a un repo GitHub qui est à l'écran pour le moment si vous regardez la vidéo, sinon vous le retrouverez dans les notes du podcast, qui part d'un backup. Donc vous devez faire un backup sur votre laptop et puis il va déchiffrer ce backup. Il faut que vous connaissiez le mot de passe évidemment. Une fois que le backup est déchiffré, il va analyser. Donc il y a 3 outils en ligne de commande, c'est 3 étapes différentes: le backup, déchiffrer et puis analyser pour voir s'il y a des traces d'exécution de Pegasus. J'ai essayé, ça marche, j'étais pas infecté. Tiens donc. Et pourquoi j'étais pas infecté? Parce que vous qui nous écoutez, vous n'avez a priori pas grand-chose à craindre. Comme je le répète, NSO vendait Pegasus ou vend toujours Pegasus à des États officiellement pour lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité, la pédopornographie, etc. La raison pour laquelle ça a fait la une de la presse ces 2 dernières semaines, c'est parce que certains États étaient un peu moins regardants quant à l'utilisation de Pegasus et ils l'utilisaient également pour surveiller des journalistes, des opposants politiques, des activistes droits de l'homme, etc. Donc si vous êtes activiste des droits de l'homme, si vous êtes journaliste, voilà, oui. Vous pourriez peut-être avoir été la cible, surtout si vous parlez de l'Azerbaïdjan, oui. Du Maroc, des liens entre le Maroc et l'Algérie, etc. J'allais dire pas tous les journalistes. Voilà, c'est ceux qui, parce qu'il y en a qui disent mais pourquoi pas moi. Parce que tu présentes la météo, voilà, c'est tout. On s'en fout. Non, mais voilà, de temps en temps, tu vois les égos qui se manifestent un petit peu de manière un peu erratique. Donc ne paniquez pas. Si vous n'êtes pas dans ces catégories de personnes-là, il y a très peu de chances que vous ayez été visé par Pegasus. Comme dit des gens que je connais, de toute façon, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Oui, c'est ça. C'est pas un bon argument pour moi. Je voulais plutôt parler de l'angle technique, de l'angle jailbreak et de l'exploit technique que fait cette société NSO. Tu parlais d'opposants politiques, par exemple, parce que du coup, j'imagine que tu as accès aussi au contact de la personne en question, et donc un opposant politique ou, pour une raison X ou Y, du coup, ça peut faire tache d'huile et engager des responsabilités là où elles ne devraient pas se trouver, et mettre peut-être aussi des vies en jeu. N'ayons pas peur des mots. C'est pas un mauvais roman de policier ou d'espionnage. C'est la réalité, quoi. Voilà. J'ai oublié le nom, mais le journaliste qui était assassiné il y a quelques mois, c'est probablement lié à un usage de Pegasus. Dans la presse, j'ai lu beaucoup d'articles dans les journaux qui ont participé au consortium international, qui ont décodé cette histoire. Il y a des princesses des Émirats Arabes Unis qui ont essayé de fuir le pays parce qu'elles ne voulaient plus vivre dans ce contexte-là, et qui bizarrement ont été rattrapées in extremis alors que leur numéro de téléphone figure sur la liste des gens surveillés par Pegasus. Donc voilà, il y a plein de cas concrets d'utilisation qui ont fuité dans la presse ces derniers temps également. Sébastien, l'autre, il a l'air dubitatif, Sébastien. Je le vois comme ça, il est pensif. Non, je peux reprendre mot pour mot ce qu'a dit Sébastien sur iPhone. C'est quasi à l'identique la même chose sur Android. Donc son explication est exactement la même si vous avez un téléphone Android. Les technos sont très similaires. Ce que je peux juste rajouter, parce que pourquoi Amnesty demande de faire un extract du téléphone, parce qu'il y a eu comment dire, c'est pas le premier outil qui espionne les téléphones, et en général tu avais souvent un ou l'autre truc sur le Play Store ou sur l'App Store que tu pouvais télécharger pour vérifier si oui ou non tu étais atteint. Donc il y en a déjà eu par le passé.
Ici, c'est pas possible. Alors, probablement qu'une des raisons, c'est que le processus se cache vis-à-vis du système. Et ça se fait depuis assez longtemps sous Linux. En général, quand tu as un système sous Linux qui a été pour lequel il y a eu une intrusion, parce que ça se fait aussi sous Linux, on attaque régulièrement les serveurs. Hein, si tu as un serveur sur un hébergeur connu, en gros, tu vas avoir une dizaine de requêtes toutes les secondes pour essayer de rentrer sur ta machine. C'est assez affolant le nombre de bots qui essayent de rentrer sur ta machine. Mais une fois qu'ils sont rentrés, c'est des systèmes qui sont pas vieux comme le monde, mais pas loin au niveau Linux. Ils installent un rootkit, et le rootkit fait que sur ta machine, tu ne le vois pas en fait. Tu vas dans le répertoire, tu regardes, il n'y a rien. Tu regardes dans les processus qui tournent, il n'existe pas. Pour le système, il fonctionne sans laisser de traces. Donc tu peux pas regarder qu'un fichier existe parce qu'il y a une trace, qu'il y a un processus qui tourne, qu'il y a un machin. La seule manière de le trouver, c'est effectivement un dump complet du disque où tu vas aller retrouver un endroit qui est un truc bizarre. Donc même pour pouvoir retrouver qu'il est... Oui, et surtout sur une machine qui ne tourne pas, parce que tant qu'il tourne, il infecte les autres processus pour cacher son existence. Et là, il y a des trucs qui existent quand même depuis assez longtemps. Sous Linux, c'est assez... En général, on dit, quand tu as été infecté sous Linux, il n'y a qu'une seule solution. Tu repars de zéro. C'est mort. C'est mort. Tu fais plombier. C'est mort. Sous Windows, en général, tu peux, avec un bon antivirus, tu peux dégager les trucs. Sous Linux, c'est mort. T'es infecté, c'est fini. Ta machine est morte. Ce n'est pas régulier. Tout ça est très joyeux. Donc on sait du coup comment... Enfin, on sait maintenant que ça existe. En fait, certains journalistes... J'ai entendu ça la semaine dernière, j'écoutais différents podcasts et j'entendais que certains journalistes spécialisés dans le domaine n'attendaient qu'une seule chose, c'est que ce genre d'informations sortent au grand jour, parce que eux, quand ils en parlaient à leur chef de rédaction, ils leur disaient non, personne ne va y croire. Personne ne va y croire, c'est du roman, machin, etc. Et le gars était assez content que ça sorte sous cette forme-là, avec des données précises, avec des noms et des numéros de téléphone, etc., pour pouvoir dire, voilà, ça, maintenant, on ne peut pas passer à côté, ça existe. Maintenant, voilà, c'est difficile, hein, même pour un journaliste, entre guillemets, d'apporter ce genre de sujet, de mettre ce genre de sujet sur la table, parce qu'on est tellement dans l'imagerie du film ou du roman d'espionnage, et d'espionnage technologique en plus, que beaucoup de gens ne le comprennent même pas, ne le conçoivent même pas, ou s'ils le conçoivent, comme tu disais très bien Sébastien, c'est « oh mais de toute façon on n'a rien à cacher ». c'est la conclusion du truc, quoi. Ou pas, les images de Jeff Bezos avec sa maîtresse ont fuité suite à un hack de son téléphone. Pegasus n'a pas été cité dans ce cas-là, c'est peut-être autre chose, mais ce genre de choses existe. Et ici, on a une boîte israélienne, donc une démocratie qui est très claire au niveau parlementaire sur le fait que la société existe et vend des licences à d'autres États. Mais si eux sont capables de le faire, les Russes, les Chinois et d'autres sont exactement capables de faire la même chose, et là, on le saura probablement jamais. Ouais, disons que d'un point de vue sécurité, les Israéliens, c'est pas les plus mauvais dans le monde. Hein. Non, mais je veux dire, c'est les Chinois non plus. Oui, c'est ça. Mais peu importe qui. Enfin, oui, tu me diras non, pas peu importe qui, parce que les intentions sont diverses et variées. Ceci étant dit, c'est une société commerciale. Le journaliste dont je parlais, j'ai pas son nom, disait par exemple que ça a permis au gouvernement israélien de se mettre bien avec certains pays arabes, par exemple, en leur vendant cette technologie, en sous-traitant leur sous-traitant cette technologie. Donc, finalement, ça passe de main en main aussi pour des raisons purement pécuniaires, quoi. De façon assez étrange, il y a des contrats de licence qui ont été vendus juste quelques jours avant le rétablissement de relations diplomatiques entre certains pays du Golfe et Israël. Donc c'est une arme de négociation également. On avait dit qu'on ne parlerait pas de la politique, on a parlé de technologie essentiellement, mais c'est pour remettre les choses un peu dans le contexte aussi. Si vous avez des infos ou des articles à partager, parce que c'est une revue de presse, les technos, je le rappelle, donc n'hésitez pas à le faire vous aussi en commentaire de ce podcast sur le site lestechno.be ou sous la vidéo sur YouTube. La lettre V comme vaccin obligatoire pour travailler chez Google et pas que chez Google aux États-Unis. Tout le monde s'est mis d'accord sur le truc. Facebook aussi d'ailleurs l'a signalé il y a peu de temps, Sébastien. Je ne sais pas. Moi j'ai vu celui de Google et ça, oui, si tu le dis, je te crois. Et Biden a déclaré juste avant qu'on commence cet épisode, cet enregistrement, que dans toutes les administrations ce serait le cas également. Voilà.
Voilà. Donc je suis tombé sur cette lettre, ça m'a pas fait trop mal, mais donc c'était de Sundar Pichai, donc le CEO de Google. Je sais, c'est les vacances, je suis fatigué. Et donc c'est une lettre qu'il écrit à tous ses employés, et donc qui est publiée sur le blog de Google. Donc vous pouvez lire comme si vous étiez un employé. Petit casquette Google si vous voulez pour vous faire plaisir pendant ce temps-là, et qui vous dit simplement 2 points. Alors le premier, c'est finalement le work home policy, donc en fait que celui qui veut travailler de la maison peut travailler de la maison jusqu'au 18 octobre. Voilà, pas le 10, 19, le 17, le 18 octobre, c'est fixé. Donc jusqu'au 18, c'est bon, tu travailles de chez toi si tu veux. Après, voilà. Si tu veux revenir sur un des campus aux États-Unis, en tout cas, tu dois être vacciné. Tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas sur le campus de Google. Et dans les prochains mois, ils vont appliquer les mêmes règles dans les autres campus au niveau international. Donc tous les bureaux de Google, ce sera pas de vaccin, pas d'entrée. Voilà. Que dire je sais pas, je suis assez mitigé sur le principe, parce que effectivement qu'on en parle sur les soins de santé, ok, que tu en parles dans une boîte technologique, je sais pas, je trouve ça assez étonnant. Je suis assez mal à l'aise en fait avec le principe qu'on impose. Ça fait quand même. Je vais donner un exemple. C'est un débat. Je dis pas que j'ai la réponse. Oui, c'est un débat, effectivement. Je dis pas que j'ai la réponse à ta question. Ou voilà. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que dans ta boîte comme dans d'autres, ça fait longtemps qu'on peut plus fumer au bureau. Personne n'a crié à une atteinte à la liberté ou quoi que ce soit. On le savait pourquoi c'était. C'était pour éviter les problèmes de maladie, déjà pour que tout le monde respire mieux, pour une question sanitaire déjà à l'époque. Donc imposer quelque chose à son personnel pour son bien et pour le bien de l'entreprise, de nouveau, c'est une question ouverte. Où est le mal ? Sébastien, peut-être. Oui, mais sur le tabac, t'as un historique que tu connais. Donc oui, tu sais que c'est voilà, c'est des études. Ici, tu vas dire, t'as un historique, t'as tout ce que tu veux. Ouais, je reste, je sais pas, hein, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon. Je reste mal à l'aise avec le principe de dire, si tu veux venir au bureau, tu dois avoir fait le choix d'être vacciné. Sébastien, un avis comme ça, on peut, enfin pas trancher aujourd'hui, hein, c'est clair, mais. Ouais. On t'entend plus, Sébastien. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas vacciné. Il n'est pas vacciné. Parce que quand on n'a pas vacciné, la 5G passe pas. Non, parce que je me mutais pour éviter les bruits de fond pendant que Sébastien parle. Pardon pour ça. Je disais, c'est le sujet à lancer dans le repas du dimanche après-midi avec la vieille tante et le vieil oncle. Enfin, si tu veux qu'ils restent sur ton, si tu veux rester sur leur testament, peut-être pas. Ouais, moi je suis plutôt du même avis que toi, Marc. J'ai pas de problème avec l'obligation vaccinale, ça existe depuis assez longtemps. Je sais que les anti-vax nous disent oui, mais on n'a pas de recul suffisant sur ces technologies, etc. Enfin voilà, je suis pas médecin, donc je vais pas avancer des arguments que j'ai entendus ou que j'ai lus à gauche ou à droite. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de débats en France pour le moment sur le pass sanitaire. Si mon employeur me disait il faut être vacciné pour aller au bureau, enfin moi je suis vacciné, donc ça me pose pas de problème. Mais je comprends l'idée de protection et de dire voilà, l'analogie avec le tabac est pas mal. Il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires aussi et ça fait longtemps que je peux pas aller dans un pays si j'ai pas un vaccin contre la fièvre jaune ou autre. Donc même en France, hein, nouveau, là. Pour aller sur certains territoires français, il faut le vaccin contre la fièvre jaune, je le rappelle. Donc le carnet jaune existe depuis les années 50 et n'a jamais posé de problème à personne. Voilà. Oui. Oui, je préférais le carré blanc que le livret jaune, mais je suis désolé, j'ai pas de problème à ce qu'un pays impose le vaccin. Le pays prend sa responsabilité, c'est un choix politique, il y a un parlement, ils en discutent, et donc c'est la voix du peuple qui dit le peuple doit le faire. Fondamentalement, c'est le principe, t'as voté pour eux, et tu demandes qu'ils prennent de bonnes décisions pour toi. Le boss d'une société, là t'es dans le privé. S'il n'y a pas une raison qu'il l'impose, pourquoi est-ce qu'il peut l'imposer ? Est-ce que démocratiquement...
Mais ça devrait être fait au point de vue fédéral, quoi. Excuse-moi, mais je pense que c'est vraiment un faux problème dans le sens où tout le monde s'est accordé à communiquer quasiment en même temps. Hein. C'est passé cette semaine. Je sais plus, depuis mardi ou mercredi, je pense que chaque entreprise y va. On a parlé de Google, de Facebook, il y en a d'autres encore. Et je le disais, je le répète, Biden a dit exactement la même chose pour les administrations. Je pense qu'il y a un consensus aux États-Unis, en tout cas, qui vient de l'État, qui a pris cette décision et qui a dit voilà le sens, l'orientation qu'on va donner à ce pays, c'est celle-là, et que donc le privé ne s'est pas gêné pour dire ok, alors allons-y et on va communiquer là-dessus, et plus vite ce sera fait, mieux c'est. Voilà, moi je pense que c'est ça, hein, mais peut-être que je suis trop, voilà, je sais pas. Moi je pense que c'est ça. D'un point de vue démocratique, ça me pose un problème. Bah, c'est plus problématique si c'est l'État qui choisit. Le privé, il fait ce qu'il veut. Parce que... Ton patron, s'il dit maintenant, moi je ne vais pas engager parce que tu es fumeur, par exemple, c'est discriminatoire. Non, malheureusement, non. Là, c'est discriminatoire. Et donc là, en Belgique, tu as des lois pour te protéger contre ça. Ouais. Comme ici, pour Google, je trouve que c'est pas lié à ta profession. Que ce soit dans un centre pour personnes âgées, je comprends que ce soit obligatoire dans un hôpital, mais chez Google... Je pense que sans aller jusqu'à cette question-là, il faut d'abord se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à fonctionner ensemble et vivre avec ce virus ensemble, soit par le télétravail, soit par un mode d'organisation, etc., etc. Et le vaccin fait partie de l'arsenal du truc. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, je suis pas patron d'entreprise, encore moins de Google, donc voilà, c'est... Voilà. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, une fois de plus. Sébastien, il ouvre des portes, et puis après, donc, on met ça là, et puis on en discute. Voilà, c'est ça. Démerdez-vous, après, voilà. C'est les vacances, c'est un débat, quoi. Oui, bien sûr, mais j'ai pas de problème avec les débats, mais tu me prends un peu de revers. J'ai presque envie de dire. Les bars revers... Donc, on peut pas... Oh là là, t'es vraiment fatigué. On va passer à la suite. Ouais. La lettre W, comme oui mais non, ça va détendre tout le monde. Ou pas, en fait. C'est cette histoire de pluie, en fait. C'était ça le message subliminal du début de cet épisode. C'est vrai que nous, on en a un peu soupé de la pluie chez nous en Belgique, et on n'est pas les seuls, nos voisins allemands et hollandais également. On en a un peu soupé, et d'autres, eux, ils font en sorte qu'elle tombe. Allons-y gaiement, soyons fous. Dubaï veut lancer des avions, a lancé des avions qui eux-mêmes lancent des drones. On parle d'une centaine de drones qui vont générer des décharges électriques dans les nuages pour provoquer de la pluie, parce que les températures là-bas sont entre 40 et 46 degrés, des pics à 50 degrés parfois, sécheresse, pas assez de pluie, et donc, comme tu le disais Marc dans l'introduction, ils ont le problème inverse de nous, pas assez de pluie, on va essayer de faire pleuvoir, et une débauche de moyens technologiques en collaboration avec l'université de Reading en Angleterre, qui a mis au point cette technique qui permet de faire pleuvoir et avoir les images publiées sur la note que vous trouvez dans les notes du podcast. Ça marche, il pleut. Oui. Avec même un petit bémol, c'est que leurs infrastructures là-bas, tu vas dire comme les nôtres ici, ne sont pas prévues pour accueillir de la pluie, et donc il y a eu aussi des inondations, des éboulements de terrain à certains endroits, et la population qui n'était pas nécessairement préparée à recevoir des trompes d'eau sur la figure, comme nous, ça peut nous arriver régulièrement. Et quand j'ai vu cette news, je me suis dit, oui mais non. La débauche de moyens technologiques, de CO2, de carburant, d'énergie, etc., pour encore influencer sur le climat, même si là c'est au niveau local. Je ne vais pas rentrer dans le débat des effets à long terme de cette technologie. Je ne sais pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur usage de la technologie? Et c'est que le début, si j'ai bien compris, je ne m'intéresse pas trop au foot, mais il y a une Coupe du Monde de foot qui va arriver bientôt dans ces pays-là. C'est pas à Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis, ou en tout cas c'est dans la région, dans un stade de 50 000 personnes climatisées. Et quand ils vont faire du waterpolo Non, climatisé. Voilà, quel usage veut-on faire de la technologie pour influencer sur le climat? Il y a un grand débat sur l'influence sur le changement climatique pour le moment, qui commence à devenir visible et catastrophique, que ce soit il était déjà il y a 15 en Amérique du Nord.
il y a un an, 2 ans, c'était déjà visible aussi. Ou en Europe. Donc c'est pas. Ça se répète, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui s'amusent à lancer des drones dans les nuages pour faire pleuvoir. Je mets ça là aussi, je lance le débat. C'est une technologie qui est connue depuis les années 50 aussi, ou 60 si je dis pas de bêtises, j'avais lu un article là-dessus, mais peut-être pas avec l'histoire des drones évidemment, mais c'est quelque chose qui avait déjà été testé et abandonné aussi dans la foulée, parce que l'idée là c'était pour arroser les champs et voilà, mais c'est apparemment effectivement toucher au climat et faire modifier le climat à la demande comme ça n'est pas sans conséquence sur le moyen terme, paraît-il. Je ne suis pas climatologue, donc voilà. On pose ça là aussi, c'est ça l'idée. C'est un drôle de oui mais non, parce que normalement le oui mais non, je le rappelle, c'est quand même la news improbable mais technologique. Celle-ci n'est pas totalement improbable, elle est certes technologique, mais elle est éminemment, d'un point de vue éthique, elle se pose là. Quoi. C'est ça, c'est le oui mais non est plutôt sur l'usage qui est fait plutôt que sur l'improbable côté éthique. Sébastien qui va nous enfoncer le truc encore une fois. Je le sens venir. Sébastien. Non, moi ça me fait... Alors, il y a juste une phrase à un moment qui me faisait réagir, parce que on est en vacances, on est en mode vacances, c'est l'été, il fait dégueu chez nous, mais dans le sud de l'Europe, j'espère qu'il fait meilleur. Tout ça pour dire, tu disais effectivement, les gens n'ont pas l'habitude, et effectivement, les gens n'ont pas l'habitude. En tant que Belge, quand vous allez au sud de l'Espagne, ou au sud de Italie, ou que sais-je, particulièrement le sud de l'Espagne, je connais un peu mieux, quand il y a 3 gouttes de pluie, la route, elle reluit un tout petit peu, mais juste un tout petit peu, hein, la route est juste mouillée. Oui. Il est très déconseillé de prendre la route, parce que vous mettez sur le bord du trottoir, vous asseyez sur un banc et vous regardez les voitures rouler. Et en général, c'est un spectacle à lui tout seul, parce que ils ont des pneus quasi slick, ils s'en foutent, ils voient jamais la pluie. Et donc, dès qu'il y a un petit peu de pluie, ça part dans tous les sens, c'est impossible. Et donc, voilà, la pluie était effectivement assez mal vécue dans les pays du sud. Mais c'est un conseil, quand il pleut, vous arrêtez. C'est un peu comme chez nous, après un été relativement sec, les premières pluies, il faut pas trop peser sur la pédale non plus. Hein. Il y a sur la route différentes choses qui sont étalées. C'est ça, une petite couche de crasse qui fait que ça glisse à mort, mais en dehors de ça, les pneus sont de base tous slick là-bas, ils s'en foutent. Ouais, mais ceci étant dit, rappelez-vous le Tour de France, pas celui de cette année-ci, celui un peu très particulier de l'année précédente, qui avait été réalisé au mois de septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. Ils étaient tout étonnés parce qu'il y avait de la pluie aussi, je me rappelle dans la région de Nice, si je ne dis pas de bêtises, et c'était une hécatombe parce que le peloton s'était cassé la figure, parce qu'effectivement, pris par la pluie, sur une route qui était sèche à l'origine, ils n'avaient pas du tout l'habitude de ça et ils se sont ratatinés, ce qui est totalement inhabituel évidemment parce que en général ils savent maîtriser ce genre de. Mais les Belges ils sont certainement passés à travers parce que nous dans le Nord, oui on a l'habitude, on sait ce que c'est. mais même en ayant l'habitude, il y a des fois tu l'as bien vu que c'est un petit peu, ça reste un petit peu problématique. Voilà un sujet qui clôture cet épisode 314. Vous l'avez bien compris, c'est l'été, on se laisse un petit peu aller, on a pris le temps de raconter des choses, peut-être des bêtises, peut-être pas. Si ça vous a fait réagir, en tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à partager avec nous votre opinion, votre avis, ou simplement un petit coucou. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, sur notre blog lestechno.be. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Et évidemment, il va y avoir un bonus parce que vous vous rendez bien compte qu'on a affaire à deux grands bavards et que donc du coup, bah oui, forcément, on va. Tiens, j'ai poussé sur le mauvais bouton pour le coup. On va passer un bonus d'ici quelques jours. Passez tous les deux. Alors attendez, parce que là, je me suis perdu complètement. Voilà, messieurs, passez de bonnes vacances si on ne s'entend plus et on se dit à très bientôt. Salut. À bientôt, bye. Salut. Alors, il est où le bouton ? Il est passé où le bouton ? Ah, il est...